Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'Anthropocène. Alors, pour moi, l'Anthropocène, c'est peut-être d'abord et avant tout des articles scientifiques. Alors, et bien évidemment, c'est aussi une réalité d'un changement climatique et puis d'un changement au niveau des écosystèmes de la biosphère et d'un changement aussi dans nos sociétés. Mais l'ensemble de ces changements, ils sont consignés dans des articles qui sont positionnés au cœur de débats scientifiques. Et on va faire un tour d'horizon aujourd'hui de quelques-uns des grands articles de l'Anthropocène. Alors des grands articles qui proviennent d'un vaste champ pluridisciplinaire qui est le champ des sciences du système Terre. Donc dans cette vidéo, on ne va pas parler des articles plus sociopolitiques, économiques, etc. de l'Anthropocène, mais des articles qu'on pourrait catégoriser de bio-géophysique. Voilà, autour de ce champ disciplinaire que sont les sciences du système Terre. Alors le premier d'entre eux, il a été publié dans la revue Nature, en 2009, par Rögström et ses collègues. Et alors Rögström, avec ses collègues, il propose la chose suivante. Donc, c'est un article dont on a déjà entendu parler, sur les limites planétaires. Il propose de simplifier la complexité du système Terre en disant, mais finalement, c'est la résultante de 9 processus écologiques. Et puis, à partir du moment où on a une connaissance de ces 9 processus écologiques, on a une forme de compréhension de l'ensemble de la dimension du système Terre. Voilà, il va aller, et à partir de là, il va développer un modèle, en fait, un modèle théorique, le modèle des limites planétaires ou des frontières planétaires. Et ce modèle, il repose sur la conception suivante. Si on force trop certains de ces processus, chacun de ces processus, s'il est trop forcé, ça court le risque à un moment donné de franchir un seuil qui est caractérisé par une rupture brusque et irréversible sans retour en arrière possible. C'est-à-dire si on force, par exemple, le seuil, le processus du climat, voilà, on peut se retrouver avec un système Terre et un contexte climatique dans lequel la vie humaine en société, tout simplement, n'est plus possible ou est très difficilement possible dans la plupart des régions du globe. Et alors, à ces 9 seuils planétaires, ils vont positionner un petit peu avant, sur ce processus écologique, 9 limites, en disant mais il faut qu'on soit vigilant à ne pas forcer trop ces processus écologiques. Et puis si à un moment donné on se rend compte qu'on les force trop, c'est-à-dire qu'on est en train d'arriver dans une zone critique, il est important qu'on ait les éléments pour discerner l'entrée dans cette zone critique, collectivement, nos sociétés, pour ensuite permettre un retour en arrière qui reste possible tant que le seuil n'est pas franchi. Alors, ce qu'on peut retenir de ce modèle des limites planétaires, c'est que en 2009, on avait 3 des 9 limites qui étaient transgressées. En 2015, il y a une réactualisation qui est assez intéressante avec une complexification de ce modèle-là en intégrant la dimension globale et puis la dimension plus territoriale, régionale. Et donc, ça complexifie, et c'est l'article de 2015, en ce sens, il est vraiment très intéressant. Il est paru dans la revue Science. Et donc là, il y a 4 limites. Ça dépend toujours un petit peu comment on compte, mais disons, il y a 4 limites qui sont franchies et transgressées. Et puis ensuite, il y a eu 2 articles intéressants en 2022 où 2 nouvelles limites sont transgressées. Donc aujourd'hui, à ce schéma des 9 limites planétaires, ce qu'on peut dire, c'est qu'on identifie que 6 d'entre elles sont transgressées et donc que les sociétés humaines entrent dans une zone particulièrement critique. Voilà, comme vous avez pu le voir là sur ce schéma. Alors maintenant, je vais passer à un autre article. Je continue comme un tour d'horizon comme ça des articles qui ont marqué le débat ces dernières années. C'est un article qui est paru dans la revue Nature, par Barnowski, un biologiste, en 2011. Et il pose la question suivante, il dit « Mais est-ce qu'une 6e extinction de masse ou massive des espèces ne serait pas en train d'advenir ?» Alors, on a les uns les autres déjà entendu parler de cette expression-là, 6e extinction de masse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'histoire du vivant, depuis plus de 500 millions d'années, le vivant a connu 5 fois un épisode massif d'extinction, c'est-à-dire une perte de 75% de la biodiversité sur un espace temporel relativement court du point de vue de l'histoire de la Terre, qui est 2 millions d'années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Homo sapiens, nous, l'humain moderne, on a déboulé il y a 0,35 millions d'années. Et là, ce que nous dit Barnowski et leurs collègues, c'est d'ici quelques centaines d'années, ils prennent plusieurs indicateurs, parfois on arrive
à peu près 200 ans, parfois à peu près 500, etc., une sixième extinction de masse des espèces pourrait avoir été advenue d'une certaine façon si le taux d'extinction des espèces se poursuit. On continue, donc là, c'est glauque, hein. On explore comme ça les différents articles qui nous ramènent à chaque fois à notre vulnérabilité, hein, nous, les humains, et puis à notre puissance de destruction aussi, hein. Donc voilà, il faut s'accrocher un petit peu. C'est un article qui est paru dans la revue Nature également, Nature, en 2014, qui a été piloté par Luciana Gatti, et qui nous dit la chose suivante. Elle a comparé le bilan carbone des forêts du bassin amazonien, ce qu'on appelle la forêt amazonienne. Et elle compare l'année 2010, qui a été exceptionnellement sèche, à l'année 2011, qui a été exceptionnellement humide. Et sa question est la suivante, mais est-ce que les forêts du bassin amazonien émettent davantage de carbone qu'elles n'en fixent, ou est-ce qu'elles fixent davantage de carbone qu'elles n'en émettent? Et ce qu'elle constate, c'est que durant l'année exceptionnellement sèche, les forêts du bassin amazonien ont émis davantage de carbone qu'elles n'en ont fixé. Et au cours de l'année exceptionnellement humide, le bilan carbone était neutre. Et depuis, il y a eu énormément d'articles qui ont été publiés et qui montrent que toutes ces dernières années, le bilan carbone de la forêt amazonienne, pour faire simple, est excédentaire, émet davantage de carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est étonnant, en fait, hein, parce qu'on a l'habitude de parler de la forêt amazonienne comme le poumon de la planète, ce qu'elle n'a jamais été, hein. Seuls les océans, hein, d'une certaine façon, sont le poumon, le véritable puits de carbone du système Terre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en période de sécheresse et de chaleur, la respiration, la photosynthèse, elle est moins ample. Et donc, il y a une émission de moins, en fait, de moins d'O2 et une captation de moins de carbone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en période de stress hydrique, donc de manque d'eau, il y a des arbres qui décèdent sur place. La troisième chose, c'est que la sécheresse, ça a généré des départs d'incendie qui ont été plus conséquents, et on a tous vu ces images à un moment donné de pans entiers de la forêt en Amazonie en train de cramer, en fait, hein. Et puis la dernière chose, c'est qu'on le sait aussi, hein, il y a une véritable stratégie de déforestation, et à la place, on plante des bœufs qui émettent du méthane, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas le même bilan carbone qu'un arbre. Voilà les différents facteurs combinés explicatifs de cette dimension assez forte, parce qu'on a toujours appris que la végétation était la meilleure alliée de la vie humaine. Et là, on se rend compte que ce pan-là symbiotique de notre vie symbiotique, les humains avec la végétation, est fragilisé. On continue sur différentes recherches qui viennent questionner une petite chose qu'on peut parfois avoir en tête, où on se dit, mais nous, les humains, quand même, honnêtement, on est des génies, on a su envoyer des humains sur la Lune, et puis bientôt sur Mars, etc. On saura s'adapter. On saura s'adapter à un contexte bioclimatique changeant. Eh bien, ce n'est pas si simple de pouvoir s'adapter. Et là-dessus, on a des articles qui sont particulièrement marquants. Qu'est-ce qui se passe quand on a chaud? Quand on a chaud, on transpire. On transpire pourquoi? Le système de transpiration, il permet de faire un travail à l'excédent de chaleur et d'énergie dont dispose notre corps. Un travail de transformation de l'eau en vapeur d'eau. Et ce travail de transformation, il permet de maintenir notre température corporelle à 36-37 degrés. Maintenant, imaginons qu'on soit dans un environnement où l'air autour de nous serait saturé en vapeur d'eau, c'est-à-dire où il y aurait 99 ou 100% de taux d'humidité dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce travail de transformation de l'eau en vapeur d'eau, il ne peut pas être effectué, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre davantage de vapeur d'eau dans un environnement qui est saturé. Et donc, c'est la température corporelle qui augmente. Et alors, si on reste trop longtemps, si on reste plus de 6 heures dans un environnement où la température humide, c'est-à-dire où il fait 35 degrés et où il y a 100% d'humidité dans l'air, eh bien, un décès d'un humain survient par hyperthermie. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont forts, qui sont marquants. C'est la même chose aussi pour d'autres mammifères, hein, le bétail, etc., où il y a eu des cheptels entiers qui ont été décimés, hein, en Asie, voilà.
Et alors, on peut se dire, bon, bah, ok, très bien, mais alors, combien de personnes sur Terre sont concernées par ces moments de forte chaleur combinée avec un taux d'humidité de 99-100%. Aujourd'hui, on a, 34, on a 30% de la population mondiale qui se retrouve confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse, c'est-à-dire comprise entre 31 et 35 degrés de température humide, qu'on appelle aussi température au thermomètre mouillé. 30%, ça ne veut pas dire que 30% de la population humaine meurt tous les ans, ça se saurait. Mais ça dit, à un moment donné, on rentre dans un seuil critique. D'ici 2100, si on continue un peu dans un scénario un petit peu business as usual, et puis qu'on arrive à quelque chose de l'ordre de plus 3 degrés de réchauffement global de la température à la surface de la Terre, comparativement aux températures pré-industrielles, c'est-à-dire à la moyenne des températures entre 1850 et 1900, donc ce qu'on résume en général en plus 3. Voilà. Si on a à peu près plus 3, on aura 74% de la population mondiale, telle qu'elle est actuellement positionnée à la surface du globe, qui serait confrontée à ces 20 jours annuels de chaleur dangereuse. Voilà. Ça donne un tout petit ordre d'idée de l'ampleur des vagues migratoires qui sont devant nous. Un autre article ensuite que j'ai trouvé vraiment marquant, qui a été écrit par Gerardo Ceballos et 2 de ses collègues, c'est un biologiste mexicain. En 2017, il publie dans les PNAS, c'est une revue, et il reprend le modèle qui a été travaillé par Barnowski et ses collègues de le questionnement sur la 6e extinction de masse. Je vous avais dit, mais la question de Barnowski et ses collègues, c'est est-ce qu'une 6e extinction de masse ne serait pas en train d'advenir et à l'horizon de quelques centaines d'années qui sont devant nous. Et là, ce que fait Gerardo Ceballos, c'est-à-dire qu'il ne prend pas pour indicateur le taux d'extinction des espèces, mais le taux d'extinction des populations. Une population, c'est la répartition d'une espèce dans une zone géographique donnée. Et là, il a abouti à des courbes qui sont sans précédent avec celle de Barnowski. Et lui, il identifie ça, avec ses 2 collègues, comme une annihilation biologique sans précédent. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ils rompt avec le modèle de l'extinction des espèces, de l'extinction de masse, qui s'inscrivait dans une histoire en disant est-ce que ce ne serait pas la 6e fois que? Là, en disant mais non, c'est inédit, jamais dans l'histoire du vivant, nous n'avons connu une telle annihilation biologique. Alors, je continue, je sais que c'est plombant, mais en même temps, c'est le réel dans lequel on est aujourd'hui. Je continue avec un article qui a été publié par Margot Bador, qui est une Française, avec quelques-uns de ses collègues. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris, l'article est paru en 2017, ils ont pris la vague de chaleur de 2003, qui faisait référence à l'époque, et puis ils ont regardé la structure, la constitution de cette vague de chaleur, ce qu'elle donnerait en 2100, en imaginant un réchauffement global moyen de l'ordre de plus 3 degrés. En 2003, à Strasbourg-Metz et-Nancy, dans l'est de la France, il y avait eu des pics caniculaires inédits qui étaient de 42 degrés. Et avec plus 3 degrés de réchauffement moyen, qu'est-ce que ça donne au moment d'un pic caniculaire? Ça ne donne pas 42 plus 3, ça ne donne pas 45. Ça donne une augmentation de plus 13 degrés, c'est-à-dire un pic caniculaire de 55 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy. Alors moi, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais 55 degrés, c'est quoi? Je ne savais pas ce que c'était. J'avais du mal à me représenter. Je me disais, mais dans un hammam, un sauna, il fait combien? Quel est le record du monde en termes de pic de chaleur à la surface de la Terre? Le record du monde, aujourd'hui, c'est 44,8 degrés dans un désert aux États-Unis. C'est-à-dire, en fait, on dépasse le record du monde à Strasbourg, Metz et Nancy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des températures, donc c'est des températures qui ont cours dans le désert, et ce sont surtout des températures qui désertifient toute une région. Et donc ensuite, c'est simple, il n'y a plus de vignes, il n'y a plus de blé, voilà, ça désertifie des territoires. À moins de se planquer dans une salle McDo ou dans son SUV qui serait réfrigéré, voilà, ou un McDo climatisé, de fait, c'est des endroits où la vie humaine en société n'est plus possible compte tenu de la non-maîtrise
que nous pouvons avoir des écosystèmes. Alors, je continue avec un article paru. Alors, peut-être qu'avant de continuer, je vais juste soulever une question, parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, là, il nous parle d'articles prospectifs. Et comment on peut savoir si ces articles-là et ce qu'ils écrivent, ce sur quoi ces chercheurs ont travaillé, comment est-ce qu'on peut mesurer le taux de fiabilité, en fait, puisqu'on parle de 2100. Et là, donc, c'est une question comme ça, elle est tout à fait pertinente. De fait, c'est vraiment intéressant. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder rétrospectivement les études prospectives. Parce que maintenant, ça fait plus de 50 ans qu'on a tout un tas d'études, plus de 50 ans, avec le fameux rapport du Club de Rome, paru en 1972, où dans ce rapport du Club de Rome, il y a des courbes qui sont dessinées, avec une projection des courbes, avec cette dimension prospective. Et puis ensuite, il y a l'ensemble des études du GIEC qui ont produit des courbes. Et en fait, on se rend compte d'une chose particulièrement marquante, c'est qu'à chaque fois, on est en haut de la fourchette. En haut, et parfois, on est même un peu au-delà. Pourquoi ? En fait, parce que les chercheurs ne sont pas des ados qui ont besoin de faire des bras d'honneur, des provocateurs ou je ne sais pas quoi. À partir du moment où une équipe de chercheurs n'identifie pas l'ensemble des boucles de rétroaction, elle ne l'intègre pas en fait dans son modèle. Elle se dit « Ah, là, on n'est pas complètement sûr, on ne mesure pas complètement l'effet à tel endroit. » Donc, il y a plutôt une tendance, j'ai envie de dire, naturelle à la prudence, du fait aussi de cette attention des chercheurs à la question de la preuve. Si à un moment donné, on n'est pas capable, si on a une intuition mais qu'on n'est pas capable de la prouver, de fait, voilà, elle n'est pas reportée, intégrée dans la modélisation théorique. Donc tout ça pour dire, moi, j'accorde une très grande confiance dans les études prospectives, compte tenu de la rétrospective qu'on peut faire de ces études. Voilà, c'était une petite parenthèse pour souligner l'importance à accorder à des travaux comme ceux de Margot Bador, ou comme ceux que je vais présenter là maintenant, de Stephen et ses collègues, en 2018, où il nous parle des trajectoires du système Terre en Anthropocène. Cet article, il a été marquant. Moi, c'est l'article qui m'a le plus marqué. J'ai passé plusieurs semaines à le lire et à le relire, à plonger dedans. Il a travaillé avec Ruckstrom, Stephen, dans l'article de 2009 sur les limites planétaires, et puis ensuite dans celui de 2015, c'est Stephen le premier auteur, mais Ruckstrom est le troisième auteur, et voilà, ils travaillent ensemble. Et puis Ruckstrom, c'est le deuxième auteur de cet article-là dont je vous parle là, sur les trajectoires du système Terre en Anthropocène. Après avoir réduit la complexité du système Terre, dans l'article de 2009, autour de ces 9 processus écologiques auxquels ils affectent chacun un seuil et une limite, ils ont complexifié la modélisation théorique. En 2015, vous en avez parlé, en positionnant deux niveaux, le niveau global et le niveau régional. Là, ils simplifient encore d'une certaine façon la modélisation en disant, mais fondamentalement, il existe un seuil qui, s'il est franchi, court le risque que s'enchaînent tout un tas de bascules en cascade, ce qu'ils appellent des effets dominos, et ce seuil, ils me disent, il est compris entre, on ne sait pas exactement où, mais entre à peu près plus 1,5 et plus 2 degrés de réchauffement moyen par rapport aux températures pré-industrielles. Et si on le franchit, il y a un ensemble de processus qui vont prendre le relais, sur lesquels les activités humaines n'auront plus la main, et qui courent le risque de se stabiliser uniquement aux alentours des plus 5 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès lors qu'on nous parle en 2100, il faudrait qu'on tienne le réchauffement climatique à plus 2,2 ou plus 3 degrés, ou etc., ce sont tout simplement des mensonges. On fait comme si plus 2,2, plus 3, étaient des planchers, un état stable. En fait, ce ne sont pas un état stable, c'est un moment dans un processus, mais un moment dans un processus d'emballement. Et le prochain état de stabilisation, de fait, il est aux alentours de quelque chose comme 5 degrés. Plus 5 degrés, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la vie humaine en société n'est plus possible. C'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a plus de maîtrise des écosystèmes, plus de capacité de dégager des excédents agricoles qu'on peut ensuite dealer. Et ce qui fait qu'on peut aujourd'hui tranquillement regarder une petite vidéo, c'est qu'on a mangé un sandwich à midi. Voilà pour cet article de 2018.
Et puis ensuite, voilà, plus récemment de nous, on a le 6e rapport du GIEC, qui est absolument exceptionnel, avec 3 volets, hein. Un volet paru en 2021, et puis 2 volets qui sont parus en 2022. Voilà, et puis j'ai envie de dire, les éléments principaux, hein, de cette mécanique, de cette compréhension du système Terre, ben oui, de fait, ils sont présents, voilà. Et un élément qu'on peut retenir tout particulièrement de ces rapports du GIEC, c'est la dimension de risque. Voilà. Et puis, un autre aussi, c'est celle d'action. D'action qui n'est jamais positionnée par le GIEC comme des recherches de solutions, des solutions qui seraient des choses qu'on pourrait vendre facilement et où on aurait une solution technique à un problème global et systémique. Non, qui sont la question de l'action, la façon dont politiquement, socialement, nous pouvons agir de façon radicale et nous tenir fermement à ces engagements, de telle sorte que nous parvenions à contenir l'emballement bioclimatique. Voilà, ça fait partie des éléments vraiment, j'ai envie de dire, d'espoir qui sont amenés par le GIEC, mais qui sont en aucune manière aujourd'hui relayés par nos instances politiques. Et le chemin que prennent les sociétés humaines aujourd'hui n'est absolument pas un chemin qui permettrait de contenir l'emballement bioclimatique. Voilà, alors ces éléments-là, j'ai pu le travailler, en parler dans un livre qui s'appelle « La vérité sur l'Anthropocène », un autre qui s'appelle « L'Anthropocène décodé pour les humains », un autre encore qui s'appelle « Vortex » qu'on a coécrit avec Laurent Testo.